Mon nom, c'est Nekunda Laba. Je suis producteur, je suis réalisateur de cinéma, donc réalisateur de films. Je suis scénariste, je suis acteur, je suis politologue et je suis professeur de cinéma. J'ai ma société de production des films, Lapson Bizizi Ciné Congo, qui a pour responsabilité de produire des films africains. J'ai aussi ma société de distribution des films, Africa Bizizi Distribution, qui est une société qui a pour mission de faire la distribution de films africains, donc en Afrique et puis dans le monde entier. Et je dirige mon institut de cinéma, Congo Bizizi Academy, l'Institut panafricain de cinéma, qui est un institut qui a pour mission de pouvoir former le jeune africain dans le métier de cinéma. Donc, quand je parle de l'Afrique, donc premièrement, je fais allusion au Grand Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Congo, donc la République du Congo, donc le Gabon, l'Angola, le Cameroun et pourquoi pas toute l'Afrique en général. Voilà. Donc avec ma société de production des films, Lapson Bizizi Ciné Congo, j'ai déjà produit et réalisé plusieurs films. J'ai réalisé quelques courts-métrages. Mon premier long-métrage de fiction, un film d'horreur, s'appelle The Next, qui est disponible sur YouTube. J'ai produit mon premier documentaire, un court-métrage, donc documentaire intitulé Des Steel Pan, donc le tambour d'acier, un documentaire sur le tambour d'acier. Et j'ai aussi produit un court-métrage documentaire sur la situation des demandeurs d'asile en Angleterre, notamment à Londres. Et au-delà de ça, je produis mon premier long-métrage de fiction intitulé Chéri Bondoé. Et j'ai produit des documentaires, donc des longs-métrages documentaires, notamment le documentaire Kimpavita, la mère de la révolution africaine, qui est sorti depuis 2016 et qui tourne pas mal au monde. Et j'ai co-réalisé et coproduit le documentaire Abeti Masikini, le combat d'une femme. Et je suis en train de produire la version fiction de Kimpavita et d'autres projets aussi. Et en même temps, je viens de sortir mon documentaire Royaume Congo à la recherche du royaume détruit. Alors pourquoi le documentaire Royaume Congo? Déjà, l'histoire du Royaume Congo est une histoire très fascinante, est une histoire très riche. Et je trouve que c'est très important que la population du Congo, la population africaine et puis la population du monde puisse découvrir le grand Royaume Congo qui a contribué pas mal à l'humanité, donc je dirais. Et donc, l'autre motivation est que, étant descendant du Royaume Congo, étant un prince Congo et étant réalisateur, donc je trouve que j'ai cette responsabilité de pouvoir raconter notre histoire à la manière africaine, à la version africaine. Donc c'est ce qui m'a poussé à faire ces documentaires sur le Royaume Congo, parce que je pense qu'on a une responsabilité, donc j'ai une très grande responsabilité de pouvoir faire la promotion de notre histoire, de faire la promotion de notre culture à travers le film. Et donc, étant donné que dans le documentaire Kimpavita, la mère de la révolution africaine,
je parlais aussi du Royaume Congo au début du documentaire. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir extendre cette connaissance sur le Royaume Congo parce que le documentaire était focalisé sur Kimpavita. Alors donc, parce qu'on ne peut pas parler du Royaume Congo sans pour autant faire allusion à Kimpavita. Donc, on ne peut pas aussi parler de Kimpavita sans pour autant parler du Royaume Congo, donc du Grand Royaume Congo, où elle a œuvré. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé juste un tout petit peu du Royaume Congo dans le documentaire sur Kimpavita. Et je me suis dit, après, de prendre le temps d'approfondir le recherche pour pouvoir avoir plus d'informations que je veux partager avec le public donc Congo, le public donc africain, le public du monde entier. Donc quand je parle du Congo, je parle du Grand Royaume Congo. Ici, ce n'est pas le Congo ou ce n'est pas l'Angola, parce que la République, disons parce que le Royaume Congo était très 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 vaste, donc l'Empire Congo, je dirais même, était très vaste parce que ça englobait plusieurs pays. Donc du point de vue symbolique, quand on parle du Royaume Congo aujourd'hui, on peut citer les territoires comme la République démocratique du Congo. On peut citer la République du Congo, l'Angola. On peut citer le Gabon, le Cameroun, etc. Donc ça, c'est du point de vue symbolique du territoire du Royaume Congo. Mais s'il faut parler de ces grands royaumes, c'était même plus vaste que ça, parce que le Royaume Congo a commencé au sud de la Namibie, au sud de la Namibie, donc à côté du désert du Kalahari. Et puis ça allait au niveau de l'Est, et puis ça a monté jusqu'au nord, jusqu'à aller au centre pour créer le Royaume Congo. Donc le Royaume Congo, en bref, était plus vaste que ça. Et donc voilà, c'est cette histoire fascinante du Royaume Congo, une histoire très riche qui m'a poussé à faire ces documentaires pour pouvoir partager avec le public d'Afrique et puis le public du monde ces grands royaumes qui étaient très riches, qui étaient forts, qui étaient développés. Alors, que raconte le documentaire Royaume Congo? Le documentaire Royaume Congo nous raconte l'histoire du Royaume Congo. Déjà, c'est un documentaire qui est historique. C'est un documentaire c'est un documentaire des voyages. Donc, en tant que réalisateur, je suis dans le documentaire, donc en tant que descendant Congo, je pars à la recherche de ce royaume qui aujourd'hui n'existait plus. Mais nous avons quelques traces, nous avons quelques sites historiques, nous avons le peuple Congo qui existe aujourd'hui, qui est à travers le monde. Donc, en tant que réalisateur, je pars à la recherche de restes de ce royaume, de ce grand royaume qui a existé il y a plusieurs siècles. Alors donc je me sers de plusieurs éléments sur place. Donc je pars, vous allez voir dans les documentaires, donc je suis dans la ville de Luanda qui faisait partie du Royaume Congo, qui était la banque centrale du Royaume Congo. Donc je suis allé à Mbanza Congo, donc la capitale du Royaume Congo, qui se trouve actuellement en Angola, dans la province de Zaïre. Donc à Mbanza Congo, nous trouvons plusieurs sites historiques. Nous trouvons donc nous allons retrouver aujourd'hui la dernière résidence de Roi Congo. Et nous retrouvons aussi également, nous retrouvons le cimetière de Roi Congo qui existe jusqu'aujourd'hui. Et nous retrouvons la première église chrétienne construite en Afrique subsaharienne. Et nous retrouvons plusieurs choses, je dirais, quelques monuments et sites historiques aujourd'hui qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc c'est un peu ça, donc nous allons vers ces sites, ce qui nous reste aujourd'hui. En même temps, nous racontons l'histoire du Royaume Congo. Donc comme c'est un documentaire de voyage, donc nous voyageons en cours de route, nous racontons l'histoire du Royaume Congo. Donc nous parlons même de l'origine du peuple Congo, nous parlons de l'immigration de ce peuple-là qui était au niveau du centre, de l'Est de l'Afrique, qui est allé en suivant donc, le Nil. Ils sont allés construire l'Éthiopie, ils sont allés construire la Nubie, ils sont allés construire l'Égypte. Et ce même peuple qui a fait le mouvement inverse, qui est rentré, qui a fait le même mouvement, donc, comme je disais, le mouvement inverse pour aller en Nubie, en Éthiopie, et pour aller aussi au niveau du Zimbabwe, construire les Zimbabwe. Et ce même peuple est descendu même jusqu'au sud, à côté du désert de Kalahari, donc au niveau de la Namibie, pour commencer à construire le Royaume Congo. Et vu que le Royaume Congo était construit en plusieurs étapes, donc généralement on parle de 4 phases. Donc je suis en train d'expliquer tout cela dans le documentaire. Donc on parle de l'origine du peuple Congo, d'où est venu ce peuple, le peuple Congo. Donc on parle aussi de l'organisation du Royaume Congo, de la vie dans le Royaume Congo. Donc on parle de l'organisation politico-administrative dans le Royaume Congo, parce qu'on avait des institutions qui existaient dans le Royaume Congo. Donc on avait une autorité qu'on appelait le roi Lentinu Mani Congo. Par exemple, on avait des gouverneurs de provinces au Royaume Congo, parce que du point de vue politico-administratif, donc le royaume était divisé aussi en provinces. Il y avait des villes, il y avait des provinces, il y avait des quartiers, il y avait des avenues, etc. Donc on parle de tout ça dans le Royaume Congo. Donc on parle du système éducatif qui existait déjà au Royaume Congo avant notre rencontre avec les Européens. Donc on parle des écoles qui existaient dans le Royaume Congo. Donc on parle de la science dans le Royaume Congo. On parle de la culture, des arts dans le Royaume Congo. Et on parle du calendrier, par exemple, qui existait dans le Royaume Congo. Donc on parle de l'écriture, on parle des arts martiaux qui existaient dans le Royaume Congo. Et puis le point qui est très très important, qui est fondamental, qui est capital, on parle aussi de la spiritualité Congo, la spiritualité africaine qui existait dans le Royaume Congo avant l'avenue du christianisme au XVe siècle et avant notre rencontre avec le Portugais, les Européens au XVe siècle. Donc il y avait une spiritualité qui existait déjà, une spiritualité qui était forte, qui était bien organisée dans le Royaume Congo. Donc le documentaire raconte tous ces points majeurs très 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 importants de l'histoire de l'humanité. Donc on parle aussi de notre rencontre avec les Européens au XVe siècle, et pendant cette période, le Royaume Congo qui était déjà très développé, très organisé, avec toutes les institutions que j'ai citées. Donc on parle de tout ça, on parle aussi de l'esclavage, on parle de la traite négrière qui a commencé lors de la christianisation du Royaume Congo, donc le commerce des esclaves, etc. Le Congo qui sont allés dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs coins du monde pour aller construire ces États que nous voyons aujourd'hui, ces États forts d'aujourd'hui, donc construits par le peuple Congo. Donc le documentaire raconte tout cela. Pour ne pas tout dire ici, pour vous donner l'opportunité de voir le documentaire et pouvoir découvrir. Donc on parle aussi, pour conclure sur ces points, on parle du déclin du Royaume Congo. Donc le Royaume Congo qui est détruit, et raison pour laquelle donc, le titre du documentaire est le Royaume Congo à la recherche du royaume détruit, parce qu'on parle aussi de cette phase, la phase du déclin
du Royaume Congo, des tensions de guerre civile dans le Royaume Congo, organisées par les Européens pour pouvoir fragiliser et détruire donc le Royaume Congo. Donc le Royaume Congo qui était divisé plus tard en plusieurs parties. Donc on parle de la bataille de Mbwila, qui est aussi l'une de grandes causes de la chute du Royaume Congo, avec le roi Vitankanga qui était tué lors de cette bataille en 1665. Et on parle aussi de grands leaders Congo. On parle de grands leaders Congo depuis plusieurs générations, plusieurs siècles, avec ces leaders qui ont conduit le peuple Congo avant même la création ou la fondation du Royaume Congo. Et on parle des leaders qui ont dirigé le royaume même lors de notre rencontre avec les Européens. On parle de leaders qui se sont battus, qui ont organisé des grandes révolutions, comme le roi Vitankanga à la bataille de Mbwila, que je venais de citer en 1665. On parle de Nengwa Mafuta, on parle de Yaya Kimpavita en 1704, 1706, qui était brûlé vive. Donc on parle de la division, je dirais, du Royaume Congo en plusieurs morceaux à la conférence de Berlin. Donc le documentaire évoque tous ces éléments majeurs de l'histoire du Royaume Congo, que je trouve très, très, très important à raconter au public. Alors parlons de sources. Je dirais que j'ai utilisé plusieurs sources. Et j'ai utilisé notamment les ouvrages des historiens et anthropologues Congo, parce que c'est un documentaire où je voulais raconter, où je veux raconter la version Congo. Donc je me suis basé principalement sur les écrits des historiens et anthropologues Congo, parce qu'il faudrait qu'on se les dise, pour faire un documentaire comme un documentaire sur le Royaume Congo, c'est pas facile, parce qu'on retrouve plusieurs sources d'informations. On retrouve généralement des ouvrages, des livres écrits par les Européens. Et il y a beaucoup de contradictions, parce que les Européens n'ont pas forcément la maîtrise de notre société, de nos institutions, je dirais. Donc, et aussi, quand les Européens racontent notre histoire, ils racontent à la manière du colonisateur, donc avec les avantages du colonisateur. Donc c'est un peu ça. Je me suis basé, en bref, je me suis basé sur les anthropologues et les historiens Congo. Par exemple, j'ai consulté Mbuta Bachikama Bamampuya Mandwala, qui a écrit sur le Royaume Congo. Et j'ai consulté son petit-fils aussi, Patricio Bachikama, qui a écrit et qui continue d'écrire aussi sur le Royaume Congo. Il y a Mbuta Makisosi Lamawete qui réside en France, qui écrit, qui parle aussi du Royaume Congo. Alors, au-delà de ça, je consultais aussi le grand chef spirituel donc, de la religion africaine, par exemple comme Mfumukusu Kiambunzalampanda Nangola, qui parle aussi du Royaume Congo avec le mouvement Vuvamu qui enseigne aussi sur le Royaume Congo. Et il y a aussi d'autres organisations de la spiritualité africaine qui enseignent, qui ont pas mal d'informations sur le Royaume Congo. Donc au-delà de ça, donc, j'ai fait des interviews, je me suis entretenu avec les gens que je viens de citer. Et aussi, nous sommes allés sur place, on n'a pas négligé aussi ce qu'on appelle la tradition orale. Donc je me suis servi notamment de la tradition orale, qui est très très important, qui n'est pas à négliger. Donc j'ai consulté les gens sur place,
Et j'ai discuté avec les autorités traditionnelles de Lumbu au niveau de la ville de Mbanza Congo. J'ai consulté deux guides, donc il y a le guide du musée, il y a le guide, donc le chef traditionnel qui ont cette responsabilité d'amener les gens visiter sur place et qui racontent aussi l'histoire du Royaume Congo. Donc en fait, c'est la symbiose de tout ça que j'ai pu réunir toutes ces informations, analyser et pour pouvoir avoir une seule version de l'histoire à raconter au public. Alors, s'il faut parler des difficultés rencontrées lors de la production, la création de cette œuvre sur le Royaume Congo, alors il y a eu plusieurs difficultés. Déjà, l'une des difficultés, c'est ce que je venais de dire. Donc, pour faire un documentaire sur ces grands royaumes, donc le Grand Royaume Congo, ce n'est pas du tout facile, pardon. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, parce qu'on est confronté à plusieurs versions, on est confronté à plusieurs sources. Donc on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir faire des investigations, de recherche, pour pouvoir analyser les sources qu'on a. Et voilà, être en mesure d'écrire une histoire qui est cohérente, qui peut être présentée au public. Donc c'est un travail qui dure longtemps, qui prend du temps, hein. Donc c'est pas un travail qu'on fait en quelques semaines, etc. Donc c'est la première difficulté, c'est être confronté à plusieurs versions et des contradictions. Et surtout, comme je disais, il y a plusieurs ouvrages écrits par des Européens qui ne maîtrisent pas certaines réalités du Royaume Congo. Alors, au-delà de ça, on peut parler aussi de la difficulté au niveau des archives, s'il faut parler du point de vue technique, du point de vue artistique. Donc, on a du mal à avoir des images. Donc, j'ai eu du mal avec les images, déjà parce que le documentaire, c'est un film. Donc, la partie visuelle est très, très importante. Donc, et s'il faut se référer au Royaume Congo, on n'a pas d'archives visuelles dans les temps. On n'avait pas la vidéo, on n'avait pas de caméras, on n'avait pas de caméra photo, donc il n'y avait pas la photographie, il n'y avait pas la vidéo dans les temps. Donc on n'a pas d'archives qu'on peut utiliser sur le plan visuel. Donc on a quelques portraits. On a quelques portraits qu'on peut notamment utiliser, que j'ai utilisé, mais c'était pas facile, comme je disais, de pouvoir couvrir cette partie visuelle du documentaire. Donc, et je devais recourir à plusieurs stratégies, hein, que vous allez voir dans le documentaire, et j'ai utilisé de dessins, par exemple, pour couvrir certaines parties. Et aussi, bon, ce qui est bien avec les styles que j'ai opté pour ces documentaires, c'est un style participatif où je suis dans le documentaire. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi la difficulté au niveau budgétaire, donc au niveau de finances, parce qu'on n'a pas eu un soutien quelconque venant des organisations qui soutiennent de projets cinématographiques, par exemple, ou soit des individus qui nous ont financés. Donc, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir ces financements. On n'a pas eu l'opportunité d'avoir le financement venant de nos États qui font partie du Grand Royaume Congo. Donc, c'est avec le peu de moyens que nous avons, avec un petit budget, on a pu mettre en place les choses pour pouvoir réaliser ces documentaires et concrétiser ces grands projets. Donc, comme on l'a fait avec le documentaire Kimpavit à la mer de la Révolution africaine. Donc, toujours avec nos propres moyens. Donc, c'est très important de pouvoir
de pouvoir de faire appel aux autorités de nos États, aux autorités africaines, de pouvoir songer comment soutenir ces grands domaines, le domaine cinématographique. C'est très, très important parce que le cinéma contribue énormément au développement même économique de pays. Le cinéma contribue au développement culturel, à la promotion culturelle, à la promotion de plusieurs États. Vous allez voir par exemple comme les États comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, ils se sont servis du cinéma pour pouvoir faire la promotion de leur pays, faire la promotion de leurs institutions, faire la promotion de leur culture. Donc, à travers des films que nous regardons chaque jour. Donc, c'est des films qui font la promotion des États-Unis, qui nous vendent ces rêves américains. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs Africains qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent visiter le grande ville des États-Unis. C'est grâce aux films qu'ils ont regardés qui leur donnent cette envie d'aller voir ces villes, d'aller visiter. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi parler des pays comme la Chine, par exemple. La Chine s'est servie du cinéma aussi. Dans les années 90, par exemple, il y avait cette vague de films chinois, par exemple le film des arts martiaux que nous avons regardé. Et ces films ont fait aussi la promotion de la Chine. Et nous avons Bollywood, par exemple, avec l'Inde, avec leur industrie cinématographique, le Bollywood, qui fait pas mal la promotion de l'Inde, de la culture indienne, à travers leurs films. Donc, nous avons aussi les États de l'Amérique latine qui se sont servis aussi des séries télévisées comme les novelas qu'on regarde généralement, qui a eu aussi de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Donc, ils se sont servis aussi du cinéma pour pouvoir valoriser leur pays, leur culture et tant d'autres. Voilà, donc nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Donc, nous avons cette possibilité en tant que cinéastes africains. Nous avons cette responsabilité et nous avons cette possibilité, je voulais dire, nous avons cette possibilité même de pouvoir faire comme les Américains, faire comme les Indiens, le Chinois et faire même plus que ça. Nous avons cette possibilité et nous avons, voilà, cette intelligence, cette faculté, nous avons cette connaissance, je dirais même, comme tous les autres réalisateurs américains, etc. Nous avons cette possibilité. C'est question de nous soutenir, c'est question de fournir le moyen qu'il faut pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Alors donc, c'est pas seulement la responsabilité des politiques, donc, mais c'est aussi la responsabilité des individus. Donc, il y a des particuliers qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui peuvent notamment soutenir l'industrie cinématographique, qui peuvent aussi être des investisseurs. Vous pouvez investir dans le cinéma et vous faire aussi de l'argent. Donc, parce que le cinéma, c'est de l'argent. Le cinéma, comme je disais, contribue au développement économique. Et il y a les États-Unis d'Amérique, par exemple, qui s'est fait beaucoup d'argent à travers des films. Donc, vous pouvez investir dans le film et aussi gagner beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez aussi faire des donations, donc des dons pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Et aussi, l'une des manières de contribuer, c'est aussi la consommation des œuvres qu'on produit. Donc, la population doit consommer, la population africaine doit consommer nos œuvres pour nous permettre d'avoir des moyens de produire d'autres films. Et aussi, les chaînes de télévision africaines, nos chaînes de télévision au Congo, en Angola, nous avons besoin de votre participation aussi, nous avons besoin de votre collaboration. Parce que si vous voyez dans d'autres pays, vous allez voir que les chaînes de télévision contribuent aussi dans la production des films. Donc nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir faire des productions
et ça va nous faciliter la tâche. Et c'est dans l'intérêt de notre histoire, de notre culture, comme je disais. La leçon à tirer dans le documentaire du Royaume Congo, il y a plusieurs leçons, hein. Et l'une des leçons que je peux citer, c'est d'abord la fierté de notre histoire. Parce que quand on ne sait pas, on est faible, je dirais. Mais quand on a la connaissance de l'histoire, ça nous permet de préparer même le futur. Donc l'une des leçons, c'est la fierté de notre histoire. Parce que notre histoire, telle qu'il nous a été racontée à l'école, c'est différent de la réalité. Pourquoi? Parce que l'histoire qu'on nous raconte à l'école, par exemple, dans notre système éducatif, c'est un programme des colonisateurs. Donc les colonisateurs qui ont conçu ce programme ne peuvent pas ou ne pouvaient pas le concevoir dans notre bénéfice, donc le bénéfice de la population africaine. Donc les colons a utilisé des stratégies pour pouvoir dénigrer notre histoire, notre système, pour dire que voilà, nos ancêtres n'avaient pas de vêtements, etc. Alors qu'il y avait une industrie textile qui existait, par exemple, au Royaume Congo. Donc, c'est pourquoi je parle de la fierté. Donc, ce documentaire nous redonne cette fierté. Parce que quand on découvre cette grandeur qu'on avait, et ça nous donne cette fierté, donc on est fier d'être africain, on est fier de faire partie de ce grand royaume Congo. Alors, donc, la leçon à tirer, c'est de comprendre que le grand royaume Congo était plus vaste que ça. Le Grand Royaume Congo était très, très, très développé. Le Grand Royaume Congo était bien organisé. Donc, on avait les systèmes éducatifs, comme je l'ai dit. On avait l'organisation politico-administrative. Donc, on avait des rois, on avait de gouverneurs, on avait des ministres, on avait des conseillers. Donc, on avait le système monétaire qui existait dans le Royaume Congo. Donc, les Nzimbu, le Bongo, le Taku, etc. Donc, on avait la spiritualité qui existait dans le Royaume Congo, donc avant notre rencontre avec les Européens, avant l'arrivée du christianisme. Donc nos ancêtres savaient l'existence du Créateur. Ils étaient en bonne communication, en communion avec le Créateur de l'univers. Donc c'est parmi des leçons à tirer dans ces documentaires. Donc le Royaume Congo était organisé du point de vue scientifique. Donc on avait des savants dans le Royaume Congo. On avait la médecine qui existait dans le Royaume Congo. Donc on avait l'art qui était très développé. Et cet art qui aujourd'hui se retrouve dans plusieurs musées de l'Amérique, de l'Europe, etc. Donc le Royaume Congo était organisé dans plusieurs secteurs. Donc on avait des calendriers, on avait l'écriture, on avait plusieurs choses. Donc c'est la leçon à retenir qui englobe cette fierté que je disais au début. Donc quand on comprend ce qu'on était, quand on comprend notre grandeur, cela nous redonne la fierté pour comprendre comment nous pouvons nous organiser pour être plus fort que ça. Pourquoi pas faire au-delà des efforts que nos ancêtres ont fait pour pouvoir construire l'Afrique de demain avec cette fierté, se donner au travail, faire plus que ça pour développer nos pays en Afrique. Alors parlons du programme de la diffusion du film. Normalement, le programme a été déjà lancé depuis l'année passée. Et donc, le film, le documentaire Royaume Congo, à la recherche du royaume détruit, était diffusé pour la première fois. Donc, l'avant-première mondiale a eu lieu l'année passée, donc en 2020, en fin septembre et début octobre 2020, au Festival international du film Black de Montréal, qui est l'un des grands festivals panafricains, l'un des grands festivals de cinéma afro, de cinéma noir, du cinéma africain.
Et après, on a diffusé aussi, on a fait l'avant-première donc au Cameroun, au festival Écran Noir. C'était en novembre de l'année passée, donc en 2020, novembre 2020. Et nous avons aussi fait l'avant-première au Bénin, donc au Festival international du cinéma numérique de Cotonou, au Bénin. C'était en décembre 2020. Et nous avons également fait la projection au Canada, une fois de plus, c'était en mars de cette année, donc de 2021. Donc on a fait la projection au festival du film Black d'Ottawa, donc à Ottawa, au Canada toujours. Et nous venons de faire l'avant-première angolaise qui a eu lieu le 26 juin 2021. À la médiathèque de Luanda. Alors, du point de vue programme au niveau de jours qui viennent, donc normalement nous comptons diffuser les documentaires dans plusieurs pays du monde et en Angola c'était juste l'avant-première, donc nous voulons faire la diffusion dans des cinémas à Luanda par exemple et puis faire la tournée au niveau des provinces de l'Angola, donc en commençant par la ville de Mbanza-Congo dans la province des Zaïre. Et après, nous allons partir, aller dans plusieurs provinces, notamment en République démocratique du Congo. Nous allons faire la même chose, faire l'avant-première à Kinshasa et puis pourquoi pas atteindre plusieurs provinces. Et nous allons organiser aussi des diffusions dans plusieurs villes de l'Europe, donc en Angleterre, à Londres, Birmingham, Manchester, et en France, à Paris, et dans plusieurs villes, notamment en Belgique, à Bruxelles et dans d'autres villes, et pourquoi pas en Suisse, en Allemagne, en Portugal, et dans plusieurs villes, dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs villes du monde, donc en Amérique notamment, au Brésil et aux États-Unis d'Amérique, et ça dépend, donc nous sommes en train de travailler sur ça. Et il faut que je vous dise que le programme est retardé compte tenu de cette pandémie et qui a frappé le monde et qui a frappé également l'industrie cinématographique. Donc voilà, donc le programme a été affecté parce qu'on devait atteindre plusieurs villes du monde depuis l'année passée et on n'a pas pu, voilà, à cause de cette pandémie, vu que plusieurs cinémas du monde ont été fermés. Donc c'est un peu ça. Et je pense que cette année, nous aurons l'opportunité d'atteindre plusieurs villes et même jusqu'à l'année prochaine. Donc le documentaire sera disponible plus tard en streaming et aussi pourquoi pas dans des chaînes de télévision. Mais nous voulons d'abord commencer par des diffusions en salle et nous allons atteindre le streaming des chaînes de télévision. Tonde Lekibeni.